Bienvenue à tous, chers auditeurs, sur les récits mystiques de Monsieur Mystère. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des montagnes ancestrales et des vallées oubliées des Appalaches, là où les ombres murmurent des secrets que l'humanité a préféré enfouir. Je vous propose 8 récits glaçants, inspirés de témoignages réels recueillis auprès de gardiens forestiers, de bûcherons, de chercheurs et de locaux qui ont osé s'aventurer là où la raison perd pied. Ces histoires, transmises de génération en génération, portent en elles les avertissements de ceux qui ont survécu à l'indicible. Chaque récit a été méticuleusement reconstitué à partir d'expériences terrifiantes, parfois censurées par les autorités, mais jamais oubliées par ceux qui les ont vécues. Des randonneurs disparus laissant derrière eux des traces impossibles, à des entités anciennes réveillées par la modernité, ces témoignages défient toute explication rationnelle. Certains noms et détails ont été modifiés pour protéger l'anonymat des témoins, mais l'essence de leurs expériences reste intacte, aussi crue qu'à l'origine. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à les récits mystiques de Monsieur Mystère pour découvrir quotidiennement des histoires vraies qui explorent les recoins les plus sombres de notre monde. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun des secrets que la nature se plaît à révéler, quand elle daigne le faire. Ceux qui rôdent dans les bois de Calonia. Il y a 3 ans, j'ai rédigé un rapport d'incident qui hante encore mes nuits. La version officielle dort dans un classeur des archives de Parc Canada, à Halifax, épuré de tout détail susceptible de remettre en question ma santé mentale ou ma compétence professionnelle. Mais l'histoire réelle, celle que je m'apprête à vous conter, n'a jamais quitté le cercle de ma famille. Jusqu'à aujourd'hui. Je m'appelle Marcus Thompson, et depuis plus de 15 ans, je suis gardien de parc dans les provinces maritimes. J'ai tout vu, touristes égarés, ours enragés, braconniers sans scrupules, et missions de sauvetage dans des terrains qui briseraient le commun des mortels. Pourtant, rien ne m'avait préparé à ce qui m'attendait dans les profondeurs sauvages du nord du Nouveau-Brunswick, là où la piste des Appalaches serpente à travers des forêts primaires aussi denses qu'inhospitalières. Tout a commencé un mardi matin de fin septembre, par un appel de la centrale. 2 randonneurs en retard, Jennifer Walsh et David Kim, des backpackers expérimentés venus de Toronto, devaient effectuer une randonnée de 5 jours dans les hautes terres de Calonia. Ils avaient prévu de se présenter au poste de garde forestier le lundi soir. Personne ne les a vus. Leur contact d'urgence, la sœur de Jennifer, n'avait plus de nouvelles depuis un message envoyé le samedi, où ils annonçaient une bonne progression et une coupure réseau pour les jours suivants. Le protocole pour les randonneurs en retard est graduel. D'abord, on vérifie les parkings et les têtes de sentier. Le Honda CR-V argenté était toujours stationné à l'entrée du sentier de Pin Creek, là où il l'avait laissé 4 jours plus tôt. Aucun signe d'effraction, aucun désordre. J'ai commencé les recherches à l'aube du mercredi, suivant le sentier principal qu'ils avaient indiqué dans leur itinéraire. Le sentier de Pin Creek, d'une difficulté modérée, traverse une forêt ancienne sur environ 12 km avant de se ramifier en une toile de chemin plus étroit menant vers des zones sauvages encore plus reculées. Le premier détail étrange est apparu après 6 km, près d'un gué que les guides appellent Deadman's Ford. Le pont de bois qui enjambe habituellement la rivière était endommagé, visiblement par une tempête récente, forçant les randonneurs à trouver un autre point de passage. J'ai repéré des traces de bottes dans la boue, correspondant à 2 paires de tailles différentes, compatibles avec celles de Jennifer et David. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce sont les autres empreintes mêlées aux leurs. Elles étaient humanoïdes, mais déformées, presque 2 fois plus longues que des pieds humains. La boue révélait 4 orteils se terminant par des griffes acérées, enfoncées profondément dans le sol. La démarche suggérait un être bipède, mais la longueur des enjambées était impossible, près de 2 mètres entre chaque pas. J'ai documenté ces traces avec mon appareil photo et mon GPS, sachant que les images ne rendraient jamais justice à l'horreur de les voir en personne. Leur profondeur et leur netteté indiquaient une créature bien plus lourde qu'un humain, mais leur disposition trahissait une intention, une intelligence. En suivant le sentier sur l'autre rive, j'ai trouvé d'autres preuves de leur passage. Un emballage de barres protéinées coincé entre 2 rochers, un morceau de tissu bleu foncé accroché à une branche, correspondant à la veste de David. Mais les traces étranges continuaient aussi, parfois parallèles au sentier, parfois le croisant, toujours avec cette enjambée surhumaine. À 2 km du gué, le sentier principal se divise en 3. Selon leur itinéraire, Jennifer et David auraient dû prendre la route nord-ouest vers les pics de Calonia. Pourtant, les traces humaines et autres menaient vers le sentier et une zone déconseillée aux randonneurs occasionnels. Ce chemin plonge dans l'une des régions les plus reculées de la province, un territoire resté inchangé depuis des millénaires, où la forêt est si dense que la lumière du jour peine à percer. J'ai suivi les traces pendant 1 heure, de plus en plus inquiet. Les empreintes humaines devenaient moins distinctes, comme si Jennifer et David avaient accéléré le pas. En revanche, les traces étranges semblaient plus nettes, plus nombreuses. À plusieurs endroits,
Il semblait que plusieurs séries de ces empreintes allongées convergeaient vers le sentier depuis différentes directions. J'ai finalement atteint une petite clairière à 8 km du sentier principal. Leur campement était là. La tente était encore debout, mais la bâche de pluie avait été arrachée et gisait en boule contre un arbre. Les fermetures éclairs étaient fermées, mais l'intérieur portait les stigmates d'une lutte acharnée. Les sacs de couchage étaient tordus, partiellement tirés hors de la tente. Le sac à dos de David était renversé, son contenu éparpillé. Les bottes de Jennifer étaient à l'intérieur, mais sa veste et son sac avaient disparu. Le plus troublant étaient les déchirures parallèles sur le sol de la tente, comme si quelque chose doté de griffes acérées avait griffé le tissu de l'intérieur. J'ai immédiatement appelé des renforts et établi un périmètre autour du campement. En attendant l'arrivée de l'équipe de recherche, j'ai examiné les alentours. Les traces étranges encerclaient le campement, suggérant un comportement de traque méthodique. La créature, ou les créatures, avaient approché de plusieurs directions, passant un temps considérable à observer avant de s'avancer. J'ai trouvé des traces de traînées menant vers la forêt profonde, comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait été tiré plutôt que porté. La recherche officielle a duré 6 jours, mobilisant plus de 30 personnes, des unités canines, un soutien hélicoptère et des pisteurs experts. Nous avons retrouvé d'autres indices. La veste de Jennifer, déchirée et tachée de ce qui semblait être du sang, accrochée à une branche à 4 km du campement. La gourde de David, enfouie sous des feuilles disposées de manière délibérée. Mais aucune trace. Le cas reste ouvert, classé comme un accident en milieu sauvage sans cause déterminée. Ce que je n'ai jamais mentionné dans mon rapport officiel, ce sont les autres découvertes. Des traces allongées similaires à plusieurs endroits, toujours menant vers des zones inexplorées. Des arrangements de pierres et de branches en motifs trop délibérés pour être naturels, mais sans utilité apparente. Les témoignages de membres de l'équipe de recherche qui se sentaient observés et les pannes inexplicables d'équipements électroniques dans des zones géographiques précises. Le dernier jour des recherches, alors que je travaillais seul dans un secteur isolé à 10 km du campement initial, j'ai découvert ce que je ne peux décrire que comme un site de collecte. Dans une dépression naturelle entourée de chênes centenaires, quelque chose ou quelqu'un avait rassemblé des objets qui n'avaient rien à faire dans la nature. Des morceaux d'équipements de camping, certains si usés qu'ils dataient de décennies. Des sangles de sacs à dos, des piquets de tente, des gourdes et des bottes de randonnée, disposés en piles soignées, comme triés par catégorie. Parmi eux, j'ai reconnu le chapeau rouge de David et la tasse en métal de Jennifer, posés avec précaution sur un rocher plat au centre de la dépression. Ce qui m'a fait demander une extraction immédiate par radio, c'est la réalisation que beaucoup de ces objets dataient d'avant la disparition de Jennifer et David, des années, voire des décennies. J'ai trouvé des morceaux de tente aux motifs disparus depuis 20 ans, des bottes de randonnée dont la production avait cessé dans les années 1990, des gourdes portant des logos d'entreprises disparus bien avant que je ne devienne gardien. 3 ans plus tard, je patrouille toujours les sentiers des Appalaches, mais je n'ai plus jamais accepté de mission dans les secteurs près de Deadman's-Ford. Quand de nouveaux gardiens me demandent pourquoi, je leur dis que c'est trop isolé, trop dangereux. Quand des randonneurs s'enquièrent de l'accès aux sentiers de l'Est, je les redirigeais vers des routes mieux entretenues. Parfois, lors de nuits calmes au poste de garde, je relis les rapports de personnes disparues dans mon district, remontant sur des décennies. Le schéma est là, pour ceux qui savent où regarder. Des randonneurs expérimentés disparus sans explication, toujours dans la même zone, laissant derrière eux des campements montrant des signes de lutte, mais aucune preuve claire de ce qui s'est passé. Je prends ma retraite dans 2 ans. J'ai déjà commencé à former mon remplaçant. Mais certaines connaissances doivent mourir avec ceux qui les portent. Les arbres qui ne veulent pas tomber. La tronçonneuse est morte en plein milieu de la coupe. Ce devrait avoir été notre premier avertissement. Je m'appelle Billy Mlood et je travaille le bois dans les montagnes des Appalaches depuis près de 20 ans. Mon grand-père est arrivé des Highlands écossais en 1962 avec rien d'autre que sa hache et une éthique de travail capable de fendre le granit. Il a appris le métier à mon père et mon père me l'a transmis à son tour. 3 générations de Mlood ont vécu de ces forêts anciennes et nous pensions connaître chaque crête, chaque vallon, chaque peuplement de bois dur depuis la Virginie jusqu'en Pennsylvanie. Nous avions tort. Le contrat nous est parvenu via un contact chez Pinacle Limbé, déboiser une parcelle de terrain privé dans les montagnes reculées de l'est du Kentucky. Le propriétaire, une société de développement de Louisville, voulait récolter le bois dur mature avant de commencer la construction d'un centre de retraite de luxe. L'argent était bon, suffisant pour occuper notre petite équipe pendant les mois d'hiver, quand la plupart des opérations forestières s'arrêtent. Le terrain était magnifique, à la manière dont peut l'être une nature intacte. Des collines ondulantes couvertes de chênes et d'érables qui poussaient là depuis avant la guerre de sécession. Certains spécimens que nous devions abattre étaient massifs, avec des troncs si larges qu'il fallait notre équipement le plus puissant et une planification minutieuse pour les faire tomber en toute sécurité.
Notre équipe se composait de 4 hommes, moi-même, Tommy Rodriguez, notre opérateur de débusqueuse, capable de manœuvrer des machines lourdes sur des terrains qui défieraient une chèvre de montagne, Dal Morrison, notre abatteur, dont le père lui avait appris à faire tomber les arbres avec une précision chirurgicale, et Jake Patterson, à peine âgé de 22 ans, mais doté d'un instinct naturel pour le métier. Nous avions travaillé ensemble pendant 3 ans, avec une efficacité née d'une confiance mutuelle absolue. La première semaine s'est déroulée comme prévu. Nous avons établi notre zone de stockage près de la route d'accès et commencé à abattre méthodiquement les arbres marqués. Le bois était de haute qualité, principalement du chêne rouge et de l'érable à sucre, avec quelques frênes et cerisiers éparpillés. Le temps nous était favorable et notre équipement fonctionnait sans problème mécanique majeur. Vendredi après-midi, nous avions traité près de 30% du bois sous contrat et nous étions en avance sur le planning. C'est pendant la deuxième semaine que les choses ont commencé à changer. Le changement était subtil au début, le genre de décalage atmosphérique que les hommes des bois expérimentés apprennent à reconnaître, mais peinent à décrire. La forêt semblait plus silencieuse qu'elle ne l'aurait dû. Les oiseaux, actifs pendant notre première semaine, s'étaient raréfiés. Les bruits habituels des petits animaux se déplaçant dans les sous-bois s'étaient estompés en un silence surnaturel, rendant nos machines anormalement bruyantes. Dal en a parlé le premier, pendant notre pause déjeuner du lundi. Il travaillait sur une ligne de crête à environ 200 mètres du reste de l'équipe quand il a remarqué que sa tronçonneuse fonctionnait mal. Tout sautait et perdait de la puissance, bien qu'elle ait été révisée quelques jours plus tôt. Quand Tommy est allé enquêter, il n'a trouvé aucun problème mécanique, mais la scie a continué à mal fonctionner dans cette zone précise. Plus troublante encore fut la découverte de Jake cet après-midi-là. En ébranchant un chêne abattu, il a trouvé des marques gravées dans le tronc, à environ 2 mètres de la base. Les entailles étaient profondes et délibérées, formant des symboles que aucun de nous ne reconnaissait. Elles n'étaient pas le résultat de dégâts naturels ou d'opérations forestières normales. Quelqu'un, ou quelque chose, avait pris un temps considérable pour graver ces marques dans le bois vivant. Les symboles étaient géométriques, mais d'une manière organique, des lignes anguleuses qui semblaient couler et se courber de façon à faire mal aux yeux quand on les regardait directement. Jake en a compté 7, disposés en un cercle approximatif autour du tronc. Quand il a essayé de les photographier avec son téléphone, l'appareil a dysfonctionné, produisant des images floues et déformées au-delà de toute reconnaissance. Mercredi de cette deuxième semaine, nos problèmes d'équipement étaient passés de simples désagréments à de réelles préoccupations de sécurité. Les tronçonneuses, qui fonctionnaient parfaitement, s'arrêtaient soudainement ou refusaient de démarrer quand nous tentions de travailler dans certaines zones. Les systèmes hydrauliques de notre débusqueuse commençaient à perdre de la pression sans explication mécanique. Le plus troublant était le comportement de notre générateur diesel, qui fonctionnait normalement pendant la journée, mais calait systématiquement dès que nous tentions de l'utiliser après le coucher du soleil. Ce même mercredi, Dal a fait une découverte qui a tout changé. En repérant des arbres dans une zone que nous n'avions pas encore atteinte, il a trouvé des preuves d'une ancienne activité de bûcheronnage. Des souches coupées, certaines datant de décennies, étaient éparpillées dans une zone que nos cartes indiquaient comme jamais exploitée. Les coupes étaient nettes et professionnelles, clairement le travail de bûcherons expérimentés utilisant un équipement de qualité. Mais il n'y avait aucune route d'accès menant à cet endroit. Aucun chemin de débuscage montrant où les grumes avaient été enlevées. Aucune marque de pneus ou d'équipement indiquant comment les machines avaient été amenées ou emportées. Le plus déroutant était la disposition des souches elles-mêmes, qui formaient des motifs sans but apparent pour l'exploitation forestière, mais trop délibérés pour être coïncidentaux. Tommy a trouvé le premier morceau d'équipement abandonné jeudi matin. Une tronçonneuse, probablement âgée de 20 ans d'après le modèle, coincée entre 2 rochers près d'un ruisseau à environ 1 km de notre site de travail. La scie était en remarquable état, compte tenu de son exposition aux éléments. La chaîne était encore affûtée, le réservoir de carburant vide mais sans trace de rouille ou de corrosion, et le moteur tournait librement quand Tommy tirait sur la corde de démarrage. Ce qui rendait cette découverte profondément troublante, c'était le fait que la scie appartenait à Morrison Logging, une entreprise qui avait fait faillite en 1987. Tommy avait reconnu le logo et la palette de couleurs de ses débuts dans le métier. Quand nous avons vérifié le numéro de série, il correspondait aux archives d'un équipement signalé comme perdu lors d'une opération de bûcheronnage dans ces mêmes montagnes, 15 ans plus tôt. L'équipe de Morrison Logging avait disparu sans explication, laissant derrière elle ses camions et la plupart de son équipement dans une zone de stockage similaire à la nôtre. L'enquête officielle avait conclu que l'équipe s'était probablement égarée dans un épais brouillard et était tombée dans l'un des nombreux puits de mines abandonnés qui parsemaient la région. Leurs corps n'avaient jamais été retrouvés et l'affaire avait été classée comme un accident industriel. Trouver leur tronçonneuse en état de marche après toutes ces années soulevait des questions que aucun de nous ne voulait considérer. Le vendredi matin, l'incident qui a mis fin à notre contrat et nous a fait fuir ces montagnes est survenu.
Avec notre équipement partiellement chargé et notre travail inachevé, j'utilisais ma Stihl MS 660, une tronçonneuse professionnelle que j'utilisais depuis plus de 5 ans sans problème. Je tentais d'abattre un chêne rouge massif qui se dressait seul dans une petite clairière. L'arbre avait probablement 150 ans, avec un tronc de près d'1,20 m de diamètre et une canopée dominant la forêt environnante. Selon notre relevé, c'était le plus gros spécimen de la propriété, et il aurait fourni un bois de première qualité si nous avions pu l'abattre en toute sécurité. J'ai fait ma première entaille sans problème, créant une ouverture en forme de coin qui aurait dû contrôler la direction de la chute de l'arbre. La scie fonctionnait parfaitement, la chaîne était affûtée, et la coupe progressait comme prévu. Je me suis déplacé à l'arrière du tronc pour commencer la coupe d'abattage qui aurait dû achever le travail. C'est alors que la tronçonneuse s'est arrêtée net, en plein milieu de la coupe. Pas de hoquet, pas de raté, pas de perte progressive de puissance. Elle s'est simplement éteinte, comme si quelqu'un avait coupé le contact. Le moteur s'est tu si brusquement que j'ai failli perdre l'équilibre à cause de l'absence soudaine de résistance. J'ai essayé le démarrage électrique, puis la corde, puis vérifié le carburant et la bougie. Tout semblait normal, mais la scie refusait de redémarrer. Jake a apporté sa scie de secours, une Husqvarna plus petite qui aurait dû suffire à terminer la coupe. Elle a démarré normalement et a fonctionné sans problème, jusqu'à ce que la chaîne touche le tronc. À ce moment-là, elle s'est éteinte exactement comme la mienne. Tommy a essayé avec sa scie, avec le même résultat. Dal a apporté la tronçonneuse Morrison que nous avions trouvée, et elle a subi la même panne instantanée dès qu'elle a touché le chêne. Nous avons passé 2 heures à dépanner un équipement qui fonctionnait parfaitement quelques minutes plus tôt. Nous avons vérifié les durites de carburant, nettoyé les carburateurs, testé les systèmes d'allumage et confirmé que nous avions les bons mélanges de carburant. Chaque scie démarrait et fonctionnait normalement. Jusqu'à ce que nous tentions de couper cet arbre spécifique, moment où elle s'éteignait immédiatement. C'est alors que nous avons entendu le son. Il venait de quelque part au profond de la forêt. Un martèlement rythmé et sourd, comme si quelqu'un frappait un tambour géant. Le son était organique plutôt que mécanique, avec des intervalles irréguliers qui suggéraient qu'il n'était pas produit par une machine. Il semblait venir de toutes les directions à la fois, rendant impossible l'identification de sa source ou de sa distance. Alors que nous étions là, dans cette clairière, entourés de notre équipement inutilisable et écoutant ce son inexplicable, Jake a pointé quelque chose qui m'a glacé le sang. Les symboles qu'il avait trouvés gravés dans l'arbre précédent apparaissaient sur le tronc du chêne, sous nos yeux. Non pas gravés par un outil visible, mais se manifestant comme s'ils avaient toujours été là et n'étaient devenus visibles que maintenant. Les marques sont apparues lentement, des lignes sombres qui semblaient suinter de l'intérieur du bois. Elles formaient les mêmes motifs géométriques que Jake avait photographiés plus tôt, mais plus grands et plus complexes. En quelques minutes, toute la circonférence du tronc était couverte de symboles qui semblaient pulser d'une énergie sombre. Le martèlement se rapprochait et s'intensifiait. De petites pierres et des aiguilles de pin sur le sol de la forêt vibraient à chaque coup. Notre équipement, mort quelques instants plus tôt, s'est soudainement remis en marche de lui-même. Les tronçonneuses ont démarré sans être touchées, fonctionnant à plein régime sans que personne ne les utilise. Nous avons fui. Nous avons tout laissé, sauf nos outils personnels, et nous sommes enfuis vers nos camions, sans nous arrêter avant d'atteindre l'autoroute principale, 20 minutes plus tard. Quand Tommy a appelé notre contact chez Pinacle Limbé pour annoncer que nous mettions fin au contrat, on lui a répondu que la société de développement avait été dissoute 3 jours plus tôt et que personne n'avait autorisé d'opération de bûcheronnage sur cette propriété. Nous ne sommes jamais retournés chercher notre équipement. 6 mois plus tard, Jake est passé devant la route d'accès et a rapporté que notre zone de stockage était complètement envahie par la végétation, comme si elle avait été abandonnée depuis des années plutôt que des mois. Il n'y avait aucune trace de nos générateurs, de nos débusqueuses, ni du bois que nous avions coupé. Je travaille toujours dans les montagnes des Appalaches, mais j'ai appris à reconnaître les signes qui indiquent qu'une forêt ne veut pas être dérangée. Certains arbres sont destinés à rester debout pour l'éternité, et certains sons dans la nature ne doivent jamais être investigués. L'équipe de Morrison Logging a appris cette leçon 15 ans trop tard. Nous avons eu plus de chance. Ou peut-être étions-nous simplement meilleurs pour écouter les avertissements que d'autres avaient ignorés. Ce qui appelle dans l'obscurité. J'avais enterré ce souvenir si profondément que je m'étais convaincu qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar. Jusqu'à ce que ma sœur évoque ce voyage de camping lors du dîner de Thanksgiving l'année dernière. Je m'appelle Rebecca Williams, et ce que je vais vous raconter s'est produit quand j'avais 8 ans, pendant l'été 1994. Ma famille venait de déménager de Cardiff à une petite ville de l'ouest de la Caroline du Nord, où mon père avait obtenu un poste d'ingénieur minier dans une entreprise qui rouvrait d'anciennes mines de cuivre dans les contreforts des Appalaches. La transition avait été difficile pour ma sœur Émilie et moi.
quitter nos amis et notre famille élargie au pays de Galles pour recommencer dans un endroit qui nous semblait totalement étranger. Pour nous aider à nous adapter, nos parents avaient prévu une série de week-ends de camping tout au long de cet été-là. Mon père, David Williams, avait toujours été un passionné de plein air au pays de Galles. Il croyait que l'exploration de la nature américaine nous ferait tomber amoureux de notre nouveau pays, tout comme il était tombé amoureux des paysages sauvages de Snowdonia. Ma mère, Margaret, était moins enthousiaste à l'idée de camper, mais elle soutenait le projet comme un moyen de créer des souvenirs familiaux dans notre nouvelle patrie. Le voyage de camping qui a tout changé était prévu pour le dernier week-end de juillet. Nous devions passer 3 jours dans un camping isolé de la forêt nationale de Pisgah, une région réputée pour ses ruisseaux de montagnes cristallins et ses forêts anciennes, miraculeusement épargnées par l'exploitation forestière du début du XXe siècle. Mon père avait choisi cet endroit précisément parce qu'il était éloigné des sentiers de randonnée établis et des attractions touristiques, un lieu où nous pourrions vivre ce qu'il appelait la vraie nature sauvage. Le camping lui-même était primitif, accessible uniquement par une route de terre étroite qui serpentait à travers une forêt dense sur près de 8 km depuis la route goudronnée la plus proche. Il n'y avait aucune installation, aucun emplacement de camping désigné et aucun autre visiteur pendant notre séjour. Nous avons monté nos tentes dans une petite clairière près d'un ruisseau que mon père, consultant sa carte topographique, avait identifié comme Whisper Branch, bien que je n'ai jamais compris pourquoi il portait ce nom particulier avant des années plus tard. Émilie, qui avait 11 ans et avait toujours été plus aventureuse que moi, a immédiatement commencé à explorer les environs de notre camp pendant que nos parents installaient l'équipement et organisaient nos provisions. Moi, plus prudente par nature, je préférais rester près du réconfort familier de nos tentes en toile bleue et du réchaud de camping où ma mère préparait déjà notre premier repas. Mais même depuis la sécurité relative de notre campement, je pouvais sentir que quelque chose différenciait cet endroit des autres lieux que nous avions visités. La forêt ici était plus ancienne, plus dense que partout où nous avions campé auparavant. Les arbres étaient massifs, avec des troncs si larges qu'il aurait fallu plusieurs personnes se tenant par la main pour en faire le tour. Leur canopée était si épaisse que même en plein jour, la lumière qui filtrait jusqu'au sol de la forêt était faible et verdâtre, créant une qualité sous-marine qui rendait tout étouffé et lointain. Le sous-bois était clairsemé, comme si les arbres géants consommaient la plupart de la lumière et des nutriments disponibles, ne laissant que peu de place aux plantes plus petites pour s'établir. Mais c'était le silence qui me dérangeait le plus. Dans nos expériences de camping précédentes, les bois avaient toujours été pleins de sons, oiseaux qui chantaient, insectes qui bourdonnaient, petits animaux qui fouillaient les feuilles mortes. Ici, le calme était si complet que j'entendais mon propre cœur battre, et le son de ma respiration semblait anormalement bruyant. Même Whisper Branch portait bien son nom, coulant près de notre camp avec à peine un murmure, malgré le fait que les pluies récentes auraient dû le faire couler plus haut et plus vite. Le premier soir, alors que nous étions assis autour du feu de camp en train de manger le ragoût de ma mère, Émilie a annoncé qu'elle avait trouvé quelque chose d'intéressant pendant son exploration de l'après-midi. À environ un demi-kilomètre en amont de notre camp, elle avait découvert ce qui semblait être les restes d'une ancienne ferme. Des fondations en pierre délimitaient l'emplacement d'une cabane, et dispersés autour des ruines se trouvaient des morceaux de matériel agricole rouillé et des objets ménagers qui semblaient avoir été abandonnés depuis des décennies. Mon père a immédiatement manifesté de l'intérêt, à la fois en tant qu'ingénieur minier comprenant l'histoire de la colonisation dans ces montagnes, et en tant que Gallois transplanté qui appréciait les histoires que les vieilles ruines pouvaient raconter. Il a suggéré que nous allions sur place ensemble le lendemain matin pour examiner plus en détail la découverte d'Émilie. Ma mère était moins enthousiaste, mentionnant que les fermes abandonnées pouvaient être dangereuses en raison de structures effondrées ou de vieux puits mal couverts. Cette nuit-là, j'ai fait le premier de ce que j'ai longtemps cru être des cauchemars, mais que je comprends maintenant comme étant tout autre chose. Je me suis retrouvé debout, seul, à la lisière de notre campement, en pleine nuit. Le feu de camp s'était réduit à des braises rougeoyantes, et la tente de mes parents était silencieuse. Le sac de couchage d'Émilie, dans la tente que je partageais avec elle, était vide, bien que je n'ai aucun souvenir de son départ. La forêt autour de notre camp, qui avait été anormalement silencieuse pendant la journée, était maintenant remplie de sons. Mais ce n'étaient pas les bruits normaux de la faune nocturne. Ce que j'entendais, c'était des activités humaines. Des voix parlant à voix basse, juste au-delà de la lisière de la lumière du feu. Le son de pas se déplaçant dans les sous-bois avec des enjambées prudentes et délibérées. Parfois, je pouvais distinguer ce qui semblait être des rires d'enfants, mais ces rires avaient une qualité qui me donnait envie de me cacher plutôt que d'enquêter. Debout là, en pyjama, trop effrayé pour bouger mais incapable de retourner à la sécurité de notre tente, j'ai réalisé que les voix et les pas se rapprochaient. Non pas en s'approchant directement de notre camp, mais en le contournant à une distance constante, comme si les locuteurs suivaient une frontière invisible qu'ils ne pouvaient, ou ne voulaient, pas franchir. J'ai essayé d'appeler mes parents, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. J'ai essayé de courir vers notre tente, mais mes jambes refusaient d'obéir.
Je ne pouvais que rester là, pétrifié de terreur, tandis que les sons continuaient leur lente circumnavigation autour de notre campement. Les voix sont devenues plus claires à mesure qu'elles se rapprochaient, et j'ai commencé à réaliser qu'elles ne parlaient pas anglais. La langue était inconnue, mais semblait plus ancienne, comme si elle précédait toute langue moderne. Le cercle a continué pendant ce qui m'a semblé être des heures, bien que je n'ai aucun moyen de mesurer le temps dans cet état crépusculaire entre le sommeil et l'éveil. Finalement, les voix ont commencé à s'estomper et les pas se sont éloignés, jusqu'à ce que la forêt retrouve son silence surnaturel. Ce n'est qu'alors que j'ai pu bouger, me précipitant vers notre tente, où j'ai trouvé Émilie endormie paisiblement dans son sac, sans signe qu'elle ait jamais quitté les lieux. Je me suis réveillé le lendemain matin, convaincu que je n'avais fait qu'un cauchemar particulièrement vivant, provoqué par le fait de dormir dans un endroit inconnu. Ma famille ne montrait aucun signe d'avoir été dérangée pendant la nuit, et notre campement semblait exactement comme nous l'avions laissé avant de nous coucher. Quand Émilie m'a demandé si je voulais les accompagner pour explorer les ruines de l'ancienne ferme qu'elle avait découverte, j'ai accepté avec empressement, impatiente de me concentrer sur des aventures diurnes plutôt que sur des peurs nocturnes. La randonnée jusqu'aux ruines nous a menés à travers une des plus belles forêts que j'ai jamais vues. Suivant Whisper Branch alors qu'il serpentait plus profondément dans les montagnes, à travers un paysage qui semblait intact, Émilie nous a guidés avec assurance le long de ce qui semblait être un vieux sentier, bien qu'il soit si envahi par la végétation qu'il était à peine distinguable du sol forestier environnant. Quand nous avons atteint les ruines de la ferme, j'ai immédiatement compris pourquoi Émilie était si excitée par sa découverte. Les fondations en pierre étaient substantielles, indiquant qu'il s'agissait d'une structure importante plutôt que d'une simple cabane. La disposition des pièces suggérait un espace de vie principal, des chambres séparées, et ce qui semblait avoir été une grande cuisine avec une cheminée en pierre massive partiellement intacte. Mon père a examiné les techniques de construction et a conclu que le bâtiment avait probablement été construit à la fin des années 1800, pendant la période où les opérations minières et forestières avaient amené la première vague de colons permanents dans cette partie des montagnes. La qualité de la maçonnerie suggérait que ceux qui avaient construit cette ferme avaient l'intention qu'elle dure des générations. Mais certains aspects du site le troublaient. L'emplacement, bien que magnifique, était impraticable pour l'agriculture en raison du terrain escarpé et de la dense couverture forestière. Il n'y avait aucune source évidente de terre plate adaptée aux cultures ou au pâturage pour le bétail. Le plus déroutant était l'absence de toute route d'accès clair qui aurait permis aux constructeurs originaux de transporter des matériaux lourds jusqu'à cet endroit reculé. Pendant que mes parents exploraient les fondations et spéculaient sur l'identité des habitants originaux, Émilie et moi avons erré parmi les artefacts dispersés autour des ruines. La plupart étaient trop rouillés ou endommagés pour être identifiés, mais nous avons trouvé des morceaux de poêle en fonte, des fragments de vaisselle en céramique, et ce qui semblait être les restes de meubles exposés à des décennies d'intempéries. C'est Émilie qui a fait la découverte qui a transformé notre compréhension du site. Dans ce qui avait probablement été la pièce de vie principale, partiellement enterrée sous des décennies de feuilles mortes, elle a déterré une collection d'objets en bois sculpté. Ils étaient petits, pas plus grands que ma main, et semblaient avoir été fabriqués avec un soin considérable. Les sculptures représentaient des figures humaines, mais stylisées de manière à ressembler davantage à des symboles qu'à des représentations réalistes. Mon père a examiné les sculptures avec une inquiétude croissante. Le style artistique était unlike tout ce qu'il avait rencontré dans ses recherches sur la culture folklorique des Appalaches. Les figures étaient allongées et anguleuses, avec des traits qui semblaient changer et se déformer selon l'angle sous lequel on les regardait. Le plus troublant étaient les expressions sur les visages sculptés, qui transmettaient des émotions trop complexes et sombres pour de simples œuvres d'art populaire. Alors que nous nous préparions à retourner à notre campement, Émilie a fait une dernière découverte qui nous hanterait pendant des années. Derrière les ruines de la maison principale, elle a trouvé une fondation plus petite, presque entièrement cachée par la végétation. Cette structure était différente du bâtiment principal, construite avec des pierres disposées en motif plutôt que simplement empilées pour la stabilité. Le motif était géométrique mais organique, similaire aux sculptures que nous avions trouvées, mais exécuté à une échelle beaucoup plus grande. Mon père a passé beaucoup de temps à étudier cet arrangement, prenant des photos et faisant des croquis dans son carnet. Quand Émilie lui a demandé ce qu'il pensait que ce petit bâtiment avait pu servir, il est resté silencieux pendant un long moment avant de dire qu'il n'en avait honnêtement aucune idée. Cette nuit-là, les rêves sont revenus avec une intensité et une clarté accrues. Encore une fois, je me suis retrouvé debout, seul, à la lisière de notre campement, en pleine nuit. Mais cette fois, les voix qui tourbillonnaient autour de notre camp n'étaient plus mystérieuses et lointaines. Je pouvais les comprendre parfaitement, comme si elles me parlaient directement dans mon esprit plutôt que par mes oreilles. Elles m'appelaient par mon nom, m'invitant à les rejoindre, promettant de me montrer des choses qui m'aideraient à comprendre l'histoire de cet endroit. La tentation de suivre ces voix était presque irrésistible. Chaque instinct me disait que marcher dans cette forêt sombre serait une terrible erreur.
Mais la curiosité était plus forte que la peur. J'ai commencé à faire de petits pas en m'éloignant de notre campement, attiré vers les sons qui semblaient promettre des réponses à des questions que je ne savais même pas poser. J'avais parcouru peut-être 20 mètres quand Émilie est apparue à mes côtés, bien que je n'ai aucun souvenir de son approche. Elle a pris ma main sans dire un mot et a commencé à me ramener vers la sécurité de notre camp. En marchant, elle parlait dans la même langue que celle que j'avais entendue venir de la forêt, répondant aux voix qui m'appelaient toujours par mon nom. Ce n'est qu'en atteignant notre tente que j'ai réalisé qu'Émilie dormait toujours dans son sac, exactement là où elle était quand je l'avais quittée. L'Émilie qui m'avait ramené en sécurité s'est dissoute comme un brouillard matinal, me laissant seul avec la compréhension que quelque chose dans ces bois anciens avait pris le visage de ma sœur pour me protéger de ce qui d'autres m'appelaient dans l'obscurité. Nous avons levé le camp le lendemain matin et sommes rentrés chez nous 3 jours plus tôt que prévu. Mes parents n'ont jamais expliqué ce changement soudain dans notre itinéraire, mais j'ai remarqué que mon père a passé beaucoup de temps au téléphone avec divers responsables après notre retour, et qu'il n'a jamais programmé un autre voyage de camping dans la forêt nationale de Pisgah. Pendant 30 ans, je me suis convaincu que toute cette expérience n'avait été qu'une imagination d'enfant, amplifiée par le fait de dormir dans un environnement inconnu. Je n'ai jamais parlé des rêves, des voix, ou de l'Émilie qui m'avait ramené en sécurité. Quand les conversations familiales tournaient autour de nos aventures de camping, je participais aux souvenirs nostalgiques sans jamais mentionner les choses qui m'avaient si profondément effrayé. Mais le dernier Thanksgiving, Émilie a évoqué ce voyage de camping particulier d'une manière qui a brisé ma rationalisation soigneusement construite. Elle a mentionné en passant qu'elle n'avait jamais pu dormir correctement pendant notre séjour à Whisper Branch parce qu'elle devait se lever la nuit pour me ramener à notre tente. Selon ses souvenirs, j'avais fait du somnambulisme à plusieurs reprises pendant notre séjour, et elle avait passé la plupart de ses nuits éveillée et aux aguets pour s'assurer que je ne m'aventure pas seul dans la forêt. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a décrit des incidents qui correspondaient parfaitement à mes propres souvenirs de ces expériences nocturnes. Elle se souvenait des voix appelant depuis les bois, bien qu'elle ait prétendu ne jamais comprendre ce qu'elle disait. Elle se souvenait de la sensation de quelque chose qui tournait autour de notre campement, testant les limites de notre petit espace sûr. Plus significativement, elle se souvenait que les voix appelaient spécifiquement pour moi, essayant de m'attirer loin de notre famille et dans l'obscurité au-delà de notre feu de camp. Émilie m'a dit qu'elle ne s'était jamais sentie à l'aise d'en parler parce qu'elle avait peur que les gens pensent qu'elle inventait des histoires ou qu'elle avait été influencée par trop de films d'horreur. Mais après 30 ans, elle estimait que nous étions assez grands pour reconnaître que quelque chose de vraiment effrayant s'était produit pendant ce voyage de camping. Quelque chose que ni elle ni moi n'étions équipés pour comprendre à l'époque. Elle m'a aussi dit quelque chose que je n'avais jamais su. Le dernier matin à notre campement, alors que nous emballions notre équipement, elle était retournée une dernière fois aux ruines de la ferme pour récupérer une petite sculpture qu'elle avait cachée plutôt que de la montrer à nos parents. En arrivant sur place, elle a découvert que toute preuve d'habitation humaine avait disparu. Les fondations en pierre avaient disparu, les artefacts dispersés s'étaient évanouis, et le sol de la forêt ne montrait aucun signe qu'une structure ait jamais existé à cet endroit. Selon Émilie, elle a cherché pendant plus d'1 heure, convaincue qu'elle s'était perdue et était allée au mauvais endroit. Mais Whisper Branch était là, coulant à côté du site exactement comme elle s'en souvenait. Les arbres étaient les mêmes. Le terrain était inchangé. Tout était identique, à part l'absence totale des ruines que nous avions explorées en détail la veille. Elle n'a jamais dit à nos parents ce qu'elle avait découvert, de peur qu'ils ne la croient pas. À la place, elle a gardé la figurine sculptée qu'elle avait prise sur le site, la cachant dans sa chambre comme preuve que la ferme avait vraiment existé. Mais en moins d'1 semaine après notre retour à la maison, la sculpture avait changé. La figure humaine était devenue autre chose. Quelque chose au très trop dérangeant pour qu'une enfant de 11 ans puisse les regarder confortablement. Finalement, elle l'a enterrée dans notre jardin, et à sa connaissance, elle y est toujours. J'ai maintenant 38 ans, marié avec 2 enfants. Nous vivons dans une banlieue de Charlotte, loin des montagnes où ces événements se sont produits. Mon mari ne sait rien de mes expériences d'enfance dans la nature sauvage des Appalaches, et je n'ai aucune intention de partager ses souvenirs avec lui ou nos enfants. Mais parfois, lors des nuits d'été où l'air est calme et silencieux, je me surprends à écouter des voix qui pourraient m'appeler par mon nom depuis les sombres recoins qui existent encore dans ce monde moderne. Et parfois, je crois les entendre, patientes et persistantes, essayant toujours de terminer une conversation commencée il y a 30 ans, au bord de Whisper Branch, dans une forêt qui a peut-être jamais vraiment existé. Le village qui n'a jamais existé. Alors que je faisais des recherches sur les registres de peuplement du 19e siècle, j'ai découvert quelque chose qui m'a poussé à annuler immédiatement mes travaux sur le terrain. Je m'appelle le professeur Edmund Hartwell, et j'ai passé les 25 dernières années à étudier les schémas d'immigration et de peuplement européen dans les montagnes des Appalaches entre 1820 et 1890. Ma spécialité est la documentation des communautés isolées qui se sont établies dans des vallées montagneuses reculées,
développant souvent des pratiques culturelles uniques qui divergeaient considérablement de la société américaine dominante de cette époque. La recherche qui a conduit à ma découverte la plus troublante a commencé de manière anodine dans les archives de la Société historique de Virginie occidentale. J'étudiais les registres des concessions de terre pour un livre que j'écrivais sur les communautés minières galloises de la région, quand j'ai rencontré des références répétées à un établissement appelé Kinnellan Valley. Le nom était clairement d'origine galloise, mais les descriptions de localisation dans les divers documents étaient frustramment vagues, ne mentionnant que des hauts plateaux reculés et des zones au-delà des districts habités. Ce qui rendait ces références particulièrement intrigantes était la cohérence avec laquelle elles apparaissaient dans plusieurs types de documents sur près de cette décennie. Les registres d'immigration, les relevés de terre, les données de recensement et même les registres paroissiaux contenaient tous des mentions de Kinnellan Valley, mais aucun ne fournissait suffisamment de détails pour en établir l'emplacement précis. Plus déroutant encore était le fait que cet établissement semblait avoir maintenu une population stable d'environ 200 habitants tout au long de cette période, malgré l'absence apparente de fondements économiques ou de connexion au réseau de transport plus large. Les établissements gallois traditionnels dans les Appalaches étaient généralement créés autour d'opérations minières ou de possibilités agricoles pouvant soutenir des communautés permanentes. Ces établissements maintenaient un contact régulier avec le monde extérieur par le biais de relations commerciales et de liens familiaux avec d'autres communautés galloises en Pennsylvanie et en Virginie occidentale. Kinnellan Valley semblait violer chaque schéma établi de comportement des colons immigrants. Mon hypothèse initiale était que Kinnellan Valley représentait une communauté religieuse qui s'était délibérément isolée de la société dominante, similaire aux établissements amish qui se formaient en Pennsylvanie à la même époque. De nombreux immigrants gallois apportaient de fortes traditions méthodistes ou presbytériennes qui conduisaient parfois à la formation de communautés séparatistes axées sur le maintien des pratiques religieuses traditionnelles sans interférence extérieure. Cependant, à mesure que j'approfondissais les archives disponibles, cette explication devenait de plus en plus intenable. Les communautés religieuses laissaient généralement une documentation extensive de leurs croyances et pratiques, tant pour un usage interne que pour maintenir des liens avec des communautés similaires ailleurs. Kinnellan Valley apparaissait dans les registres officiels, mais ne laissait aucune trace de documentation religieuse, aucun registre paroissial, aucun écrit théologique et aucune correspondance avec des organisations religieuses galloises établies. La percée dans mes recherches est survenue lorsque j'ai découvert une collection de papiers personnels qui avait été donnée à la Société historique par la succession du docteur Jonathan Merriweather, un médecin qui avait pratiqué dans les régions montagneuses de Virginie occidentale dans les années 1880. Parmi ses journaux médicaux et sa correspondance, j'ai trouvé des notes détaillées décrivant une visite qu'il avait effectuée à Kinnellan Valley à l'automne 1887. Selon les notes de Merriweather, il avait été approché par 2 hommes de Kinnellan Valley qui étaient apparus à son bureau de Charleston un mardi matin d'octobre 1887. Ils n'avaient donné aucun nom, mais avaient offert de payer ses honoraires standards plus des frais de voyage substantiels s'il acceptait de les accompagner immédiatement pour soigner leurs malades. L'urgence de leur demande et le paiement généreux qu'ils offraient l'avaient convaincu d'accepter, malgré le fait qu'ils refusaient de décrire la nature de la maladie ou de fournir des détails spécifiques sur l'emplacement de leur communauté. Le voyage jusqu'à Kinnellan Valley avait pris 3 jours à travers un terrain montagneux de plus en plus reculé. Merriweather avait noté que ses guides semblaient connaître des chemins et des routes qui n'apparaissaient sur aucune des cartes qu'ils possédaient, le menant à travers des zones ne montrant aucun signe de passage humain régulier. Le 2e jour, ils avaient quitté toutes les routes établies et suivi ce qui semblait être des sentiers anciens serpentant à travers des vallées et sur des crêtes selon des schémas qui semblaient délibérément éviter tout contact avec les zones habitées. Quand ils avaient finalement atteint Kinnellan Valley le soir du 3e jour, Merriweather avait trouvé une communauté qui défiait ses attentes à presque tous égards. L'établissement se composait d'environ 40 maisons en pierre disposées autour d'une zone commune centrale, avec des techniques de construction qu'il décrivait comme remarquablement avancées pour un lieu aussi isolé. Les maisons étaient construites dans les flancs des collines de manière à être presque invisibles depuis le fond de la vallée, et les terrasses agricoles qui entouraient l'établissement montraient des preuves de méthodes de culture sophistiquées qui maximisaient la production dans un terrain difficile. Mais c'étaient les habitants de Kinnellan Valley qui intriguaient vraiment le docteur Merriweather. Bien qu'ils fussent clairement d'origine galloise, parlant un dialecte qu'ils reconnaissaient mais ne comprenaient pas pleinement, leur apparence physique et leur schéma de comportement étaient différents de toute communauté d'immigrants qu'il avait rencontrée auparavant. Les adultes étaient uniformément grands et minces, avec une peau pâle qui semblait presque translucide et des yeux qui reflétaient la lumière d'une manière qui lui rappelait davantage les animaux nocturnes que les humains normaux. Plus dérangeante encore était leur répartition apparente par âge. Merriweather avait noté que bien que la communauté prétendait compter près de 200 résidents, il n'avait rencontré aucun enfant pendant son séjour de 3 jours et seulement une poignée d'adultes semblant avoir moins de 40 ans. Quand il s'était enquéri des familles et des enfants, ces questions avaient été éludées par des références vagues à des migrations saisonnières et à des arrangements éducatifs qui n'avaient jamais été clairement expliqués.
La maladie qui avait motivé sa visite s'était avérée différente de tout ce qu'il avait rencontré dans son expérience médicale. Les individus affectés, environ 20 adultes, souffraient d'une condition qui semblait être une maladie de dépérissement causant une perte de poids rapide, une sensibilité extrême à la lumière du soleil et une aversion particulière pour certains aliments qui avaient auparavant été des éléments de base de leur alimentation. Le plus déroutant était le fait que les symptômes semblaient survenir par cycle, les patients connaissant des périodes de récupération apparentes suivies de rechutes soudaines qui étaient souvent plus graves que l'apparition initiale. La formation médicale de Meriwether ne l'avait pas préparé à traiter une telle condition, et ses remèdes habituels semblaient n'avoir aucun effet sur la progression des symptômes. Quand il avait tenté de discuter des causes possibles avec les dirigeants informels de l'établissement, on lui avait dit que la maladie était une affection saisonnière qui avait affecté leur communauté depuis des générations. Ils avaient exprimé aucune surprise face à son incapacité à fournir un traitement efficace, suggérant qu'il avait amené à Kinnelon Valley plus pour satisfaire une sorte d'obligation que par une attente réelle qu'il puisse les aider. Le dernier soir de Meriwether dans l'établissement, il avait fait des observations qui remettaient fondamentalement en question sa compréhension de l'organisation sociale humaine. Alors qu'il dînait avec l'une des familles, il avait remarqué qu'aucun des adultes ne consommait la nourriture qui avait été préparée. Au lieu de cela, ils étaient assis tranquillement pendant qu'ils mangeaient, engageant une conversation polie, mais déclinant de participer au repas malgré l'avoir invité à se joindre à eux. Quand il avait commenté leur manque apparent d'appétit, ses hôtes avaient expliqué que leurs besoins alimentaires étaient différents de ceux des visiteurs et qu'ils mangeaient généralement à des moments différents pour éviter de mettre les invités mal à l'aise. Cette explication aurait pu être acceptable si Meriwether n'avait pas observé un comportement similaire dans tout l'établissement pendant tout son séjour. En 3 jours, il n'avait jamais vu un seul résident de Kinnelon Valley consommer de la nourriture normale ou s'engager dans des activités typiques de préparation des repas. Plus dérangeants encore étaient les sons qui émanaient de l'établissement pendant les heures nocturnes. Meriwether décrivait entendre ce qui semblait être de grands groupes de personnes se déplaçant dans la vallée de manière coordonnée. Mais quand il regardait dehors pendant ces épisodes, il ne voyait personne. Le son suggérait une activité organisée impliquant des dizaines d'individus, mais l'établissement semblait complètement désert chaque fois qu'il tentait d'enquêter. Le matin de son départ, alors que ses guides se préparaient à le raccompagner vers la civilisation, Meriwether avait tenté de créer une carte détaillée de l'emplacement de Kinnelon Valley pour référence future. Ses guides étaient devenus visiblement agités quand ils avaient observé cette activité, insistant sur le fait que cette documentation était inutile et potentiellement dangereuse pour des raisons qu'ils refusaient de préciser. Quand il avait persisté dans ses efforts, ils avaient physiquement retiré ses matériaux de cartographie et détruit ses notes, expliquant que les étrangers n'étaient pas autorisés à conserver des enregistrements permanents de l'emplacement de leur communauté. Le voyage de retour à Charleston n'avait pris qu'une journée, suivant des routes et des sentiers que Meriwether était certain qu'ils n'avaient pas utilisés pendant leur voyage aller. Quand il avait tenté d'interroger ses guides sur cette apparente incohérence, ils avaient maintenu qu'ils prenaient simplement un itinéraire plus direct qui n'avait pas été pratique en transportant les fournitures médicales qu'il avait apportées pour soigner leurs malades. Le docteur Meriwether n'a jamais revu ses guides après qu'il ait déposé à son bureau de Charleston, et il n'a jamais reçu de paiement pour ses services, malgré la compensation généreuse qu'ils avaient promise. Quand il avait tenté de retourner à Kinnelon Valley plusieurs mois plus tard, il avait été incapable de localiser aucun des sentiers ou repères dont il se souvenait de son voyage original. Plus significativement, quand il avait consulté d'autres médecins et responsables de la région au sujet de la communauté qu'il avait visitée, aucun n'avait connaissance d'un établissement gallois appelé Kinnelon Valley. Les relevés de terre, les registres fiscaux et les données de recensement pour les zones qu'il avait traversées ne montraient aucune preuve d'habitation permanente. Selon les sources officielles, les vallées reculées où il avait passé 3 jours à soigner des patients mystérieux étaient une nature sauvage complètement inhabitée. J'ai découvert le journal du docteur Meriwether en 1998 et il est immédiatement devenu le centre de mes efforts de recherche. En utilisant ces descriptions et les références géographiques qu'il avait réussi à enregistrer avant que ses guides ne détruisent ses notes, j'ai passé 2 ans à tenter de localiser Kinnelon Valley en utilisant des techniques de relevé modernes et des images satellites. La recherche a finalement été couronnée de succès, bien que ce que j'ai trouvé ait soulevé plus de questions qu'elle n'en a résolu. Dans une vallée reculée correspondant parfaitement à la description de Meriwether, j'ai découvert les ruines d'environ 40 structures en pierre disposées exactement comme il avait décrit. Les techniques de construction étaient en effet remarquablement sophistiquées, incorporant des éléments architecturaux que je n'avais jamais rencontrés dans d'autres établissements des Appalaches de cette période. Mais les ruines montraient des preuves claires d'avoir été abandonnées depuis des décennies, voire des siècles. Les terrasses agricoles étaient complètement envahies par la végétation. Les maisons en pierre s'étaient partiellement effondrées, et il n'y avait aucun artefact ou objet personnel indiquant une habitation récente. La datation au carbone des éléments structurels en bois suggérait que l'établissement avait été construit au début des années 1800 et abandonné vers le milieu des années 1900.
Le plus dérangeant était ma découverte de ce qui semblait être un cimetière communautaire situé sur un flanc de colline surplombant l'établissement. Le terrain d'enterrement contenait environ 200 tombes marquées de monuments en pierre portant des noms gallois et des dates s'étendant de 1834 à 1889. Selon ces marqueurs, la dernière inhumation à Quinélan-Valais avait eu lieu seulement 2 ans après la visite du docteur Merriweather. Je n'ai jamais publié mes découvertes concernant Quinélan-Valais et je n'ai aucune intention de le faire. Les questions soulevées par cette découverte remettent en cause des hypothèses fondamentales sur la documentation historique et la fiabilité des registres officiels que je ne suis pas prête à aborder dans un contexte académique. Mais parfois, quand je travaille tard dans mon bureau à l'université, je me surprends à relire le journal du docteur Merriweather et à me demander sur la nature de la maladie pour laquelle il avait été convoqué. Sa description de symptômes survenant par cycle, de patients évitant la lumière du soleil, et d'une communauté où personne ne semblait manger de la nourriture normale suggère des possibilités qu'aucun académique rationnel ne devrait considérer. Je m'approche maintenant de la retraite, et mes recherches sur les schémas de peuplement des Appalaches prendront fin avec mon départ de l'université. L'emplacement de Quinélan-Valais restera mon secret, et le journal du docteur Merriweather sera retourné aux archives, où il pourra attendre qu'un futur chercheur, peut-être mieux équipé, comprenne ce que nous avons trouvé dans ces anciennes montagnes. Certains mystères historiques valent mieux être laissés non résolus. Ils ne sont pas humains, et ils ne sont pas partis. En 15 ans de recherche et de sauvetage, j'ai vu des choses qui vous donneraient envie de ne plus jamais faire de randonnée. Mais cette affaire a brisé toute notre équipe. Je m'appelle le détective Sarah O'Connor, et je dirige l'unité spécialisée de recherche et de sauvetage en milieu sauvage pour la police d'État de Virginie, couvrant la région des montagnes Blue Ridge. Notre équipe s'occupe de tout, des randonneurs perdus et des accidents d'escalade aux disparitions de personnes dans certains des terrains les plus reculés et difficiles de la côte est. Au fil des ans, nous avons développé des protocoles et des procédures qui nous permettent d'opérer efficacement dans des conditions qui submergeraient la plupart des unités de police. Ce que nous avons rencontré pendant l'affaire Kellerman en octobre 2019 nous a forcés à abandonner tout ce que nous pensions savoir sur les opérations de recherche en milieu sauvage et à affronter des possibilités pour lesquelles notre formation ne nous avait pas préparés. L'appel initial est arrivé un jeudi soir du bureau du shérif du comté de Shenandoah. 3 randonneurs expérimentés de Virginie du Nord avaient été signalés en retard par des membres de leur famille après avoir échoué à se manifester à la fin d'une randonnée de week-end censée être routinière. Les personnes disparues étaient identifiées comme le docteur Michael Kellerman, un médecin de 45 ans d'Alexandrie, sa femme Jennifer, une enseignante de 41 ans, et leur fils David, un scout-aigle de 16 ans avec une vaste expérience en milieu sauvage. Les Kellerman avaient prévu une randonnée de 3 jours dans une section de la forêt nationale George Washington, connue pour son terrain difficile mais son système de sentiers bien établi. Leur itinéraire prévu les aurait menés sur une boucle de 25 km, incluant plusieurs belvédères et zones de camping en arrière-pays populaire auprès des randonneurs expérimentés. Ils avaient déposé un itinéraire détaillé auprès des gardiens de parc et emporté un équipement approprié, y compris des dispositifs GPS, des balises d'urgence et du matériel de communication par satellite. Quand ils n'étaient pas rentrés chez eux dimanche soir comme prévu, la sœur de Jennifer avait contacté les autorités locales. Les Kellerman étaient des planificateurs méticuleux qui ne déviaient jamais de leurs itinéraires déposés sans bonne raison, et leur échec à communiquer était totalement hors de caractère. Lundi matin, nous avions lancé une opération de recherche à grande échelle impliquant plus de 40 personnes de plusieurs agences. Notre premier balayage de leur itinéraire prévu avait révélé leur véhicule exactement là où il aurait dû être, au départ du sentier désigné. La voiture était verrouillée et intacte, sans signe d'effraction ou de vandalisme. Un examen préliminaire de l'intérieur avait révélé qu'ils avaient fait leur bagage de manière appropriée pour leur randonnée prévue, apportant suffisamment de nourriture, d'eau et de fournitures d'urgence pour un groupe de 3 personnes opérant dans des conditions météorologiques automnales modérées. Le premier jour de recherche avait produit des preuves que les Kellerman avaient commencé leur randonnée comme prévu. Nous avions trouvé des empreintes de bottes correspondant à leur pointure à plusieurs marqueurs de sentiers, et des témoins à un belvédère populaire se souvenaient avoir vu une famille correspondant à leur description samedi matin. Selon ces témoignages, les Kellerman semblaient de bonne humeur et progressaient normalement le long de leur itinéraire prévu. Mais quelque part entre le belvédère et leur zone de camping prévue pour la première nuit, ils avaient disparu complètement. Le terrain où ils avaient disparu nous était familier. Des collines boisées traversées par des sentiers bien entretenus, clairement marqués et régulièrement patrouillés par des gardiens de parc. Les conditions météorologiques pendant leur week-end avaient été idéales pour la randonnée, avec un ciel dégagé et des températures confortables. Il n'y avait aucun danger naturel inhabituel qui aurait pu les amener à modifier leur itinéraire ou à chercher un abri d'urgence. Au 3e jour de recherche, nous avions couvert tous les sentiers établis de la zone en utilisant à la fois des équipes au sol et une surveillance par hélicoptère. Nous avions déployé des unités canines,
consulter des guides locaux qui connaissaient chaque sentier non marqué de la région et interroger des dizaines d'autres randonneurs qui avaient été dans la zone pendant le même week-end. Malgré nos efforts extensifs, nous n'avions trouvé aucune trace supplémentaire de la famille Kellerman au-delà de leur présence documentée au belvédère samedi matin. La percée est survenue jeudi matin quand l'une de nos équipes canines a capté une piste olfactive menant loin du système de sentiers établis, vers une zone de forêt dense normalement inaccessible aux randonneurs. La piste était faible et intermittente, mais elle nous a fourni notre premier indice concret depuis le début de l'opération de recherche. Suivre la piste olfactive nécessitait un équipement d'escalade technique et des alpinistes expérimentés, car elle menait à travers un terrain bien plus difficile que tout ce que les Kellerman auraient tenté volontairement. Le chemin descendait dans un ravin escarpé rempli de roches détachées et de bois mort, puis grimpait le côté opposé à travers une végétation si épaisse que la visibilité était limitée à quelques mètres dans n'importe quelle direction. Après 4 heures de progression difficile, notre équipe de pistage a atteint une petite clairière à environ 3 km du sentier établi le plus proche. Le site semblait avoir été utilisé comme campement temporaire, avec des preuves d'un cercle de feu et des zones dégagées où des tentes avaient été érigées. Mais l'état du campement soulevait des questions immédiates sur ce qui était arrivé à ses occupants. Le cercle de feu contenait les restes d'un brasier qui avait brûlé bien plus chaud et plus longtemps que ce qui serait normal pour un feu de camp. Les cendres contenaient des fragments de tissu partiellement brûlés qui semblaient correspondre aux descriptions de vêtements fournis par la famille Kellerman. Plus troublant encore était la découverte d'objets personnels dispersés dans la clairière selon un motif suggérant qu'ils avaient été jetés ou lâchés plutôt que soigneusement placés. Nous avons trouvé le portefeuille du docteur Kellerman. Son contenu intact, mais le cuir carbonisé comme s'il avait été exposé à une chaleur intense. Les bottes de randonnée de Jennifer ont été localisées aux extrémités opposées de la clairière, toutes deux montrant des signes de dommages qui ne pouvaient être expliqués par une usure normale ou des conditions de nature sauvage. Le plus significatif était le sac à dos de David, accroché à une branche d'arbre à environ 4 mètres du sol, bien trop haut pour avoir été placé la part des moyens normaux. La piste olfactive qui nous avait menés à la clairière se poursuivait au-delà du campement, mais elle avait changé de caractère. Nos maîtres chiens ont rapporté que leurs chiens montraient des signes d'agitation extrême et refusaient de suivre la piste plus avant dans la forêt. Il s'agissait de chiens de recherche expérimentés ayant travaillé sur des centaines de cas dans des conditions difficiles, et leurs maîtres n'avaient jamais vu une telle réaction de peur et de réticence. Quand nous avons tenté de continuer le pistage sans les chiens, nous avons fait des découvertes qui nous ont obligés à demander des ressources et une expertise supplémentaire au-delà de nos capacités normales de recherche et de sauvetage. La piste menait à une série de formations rocheuses naturelles, créant un labyrinthe de passages étroits et de chambres cachées s'étendant profondément dans le flanc de la montagne. Ces caractéristiques géologiques n'étaient pas marquées sur les cartes topographiques et ne montraient aucun signe d'exploration précédente par des randonneurs ou des chercheurs. La roche elle-même était inhabituelle, plus sombre que la pierre environnante et marquée de formations naturelles ressemblant à des gravures délibérées. À l'intérieur de la plus grande chambre, à environ 30 mètres de l'entrée, nous avons trouvé ce qui semblait être le dernier campement des Kellerman. Leur tente était toujours debout, mais avait été endommagée d'une manière qui défiait toute explication. Le tissu était déchiré en longues lignes parallèles, comme si quelque chose doté de griffes acérées avait griffé à plusieurs reprises, mais le motif des dégâts était trop systématique et étendu pour avoir été causé par une faune connue de la région. L'intérieur de la tente racontait une histoire de lutte désespérée. Les sacs de couchage étaient tordus et partiellement tirés vers l'extérieur à travers l'entrée de la tente, suggérant que les occupants avaient été traînés hors de leur abri contre leur gré. Les effets personnels étaient dispersés dans toute la chambre, beaucoup montrant le même type de dommages thermiques que nous avions observé au campement précédent. Mais c'étaient les murs de la chambre qui fournissaient les preuves les plus troublantes de ce qui était arrivé à la famille Kellerman. Recouvrant presque chaque surface accessible, se trouvaient ce qui semblait être des messages désespérés gravés dans la pierre avec des objets tranchants. L'écriture était clairement reconnaissable comme appartenant au docteur Kellerman, à Jennifer et à David, mais le contenu de leurs messages soulevait des questions auxquelles notre enquête n'était pas équipée pour répondre. Les premiers messages, apparemment écrits par le docteur Kellerman, décrivaient leur arrivée à la clairière et leur décision d'établir un camp d'urgence après s'être perdus, pendant ce qui aurait dû être une randonnée de routine en journée. Ces entrées étaient rationnelles et organisées, documentant leur situation et leurs plans pour signaler les équipes de secours. Mais à mesure que les messages progressaient chronologiquement, ils devenaient de plus en plus frénétiques et incohérents. L'écriture de Jennifer décrivait des sons venant de la forêt qui les avaient tenus éveillés toute la nuit. Des voix appelant leur nom depuis des directions où aucune présence humaine n'était possible. Les contributions de David mentionnaient voir des figures se déplacer entre les arbres, toujours à la limite de la visibilité, jamais assez près pour être identifiés, mais clairement en train d'observer leur campement. Les derniers messages, tous apparemment écrits par le docteur Kellerman pendant ce qui devait être leur dernière nuit dans la chambre, décrivaient une attaque organisée contre leur position par des entités qu'ils ne pouvaient ni identifier ni comprendre.
Son écriture devenait de plus en plus erratique alors qu'il documentait la destruction systématique de leur équipement et l'approche graduelle de ceux qui les avaient traqués à travers la forêt. Le dernier message lisible, gravé dans la pierre près de l'entrée de la tente, se composait d'une seule phrase. « Ils ne sont pas humains et ils ne sont pas partis. » Nous n'avons trouvé aucune trace des Kellerman eux-mêmes. Aucun corps, aucun effet personnel supplémentaire, aucune preuve indiquant s'ils avaient quitté la chambre de leur plein gré ou avaient été enlevés de force. La piste olfactive qui nous avait menés à leur dernier campement s'arrêtait simplement à l'entrée de la chambre, comme s'ils s'étaient évanouis dans la pierre elle-même. Notre enquête s'est poursuivie pendant 2 autres semaines, impliquant des spécialistes d'agences fédérales et d'institutions académiques qui pourraient être en mesure d'expliquer ce que nous avions découvert. Les géologues ont confirmé que les formations rocheuses étaient naturelles, mais ont reconnu que leur configuration était hautement inhabituelle. Les anthropologues ont examiné les murs de la chambre et n'ont trouvé aucun précédent pour le type de message que les Kellerman avaient laissé. Le plus significatif était notre consultation avec des experts de la faune, qui n'ont fourni aucune explication pour les motifs de dommages que nous avions observés aux 2 campements. Les marques de griffes sur le tissu de la tente étaient trop grandes et trop systématiques pour avoir été faites par des prédateurs connus de la région. Les dommages thermiques aux effets personnels suggéraient une exposition à des températures qui ne pouvaient être générées par un équipement de camping normal ou des feux de forêt naturels. Le rapport officiel a classé la disparition des Kellerman comme un cas de personnes disparues dans des circonstances inconnues. Nous avons documenté nos découvertes, mais n'avons fait aucune tentative pour spéculer sur la cause de leur disparition ou la signification des messages qu'ils avaient laissés. L'affaire reste ouverte, bien qu'aucune ressource supplémentaire n'ait été allouée à une enquête active. Ce que je n'ai jamais rapporté et ne rapporterai jamais, ce sont les conséquences pour les membres de notre équipe de recherche qui ont passé du temps prolongé dans cette chambre à documenter les preuves que nous avions trouvées. Dans les 6 mois suivant l'enquête Kellerman, 3 de nos personnels les plus expérimentés avaient demandé des transferts vers d'autres unités ou avaient démissionné complètement des forces de l'ordre. 2 autres ont nécessité des congés médicaux prolongés pour des conditions liées au stress que leurs médecins ne pouvaient pas expliquer adéquatement. Les maîtres chiens ont rapporté que leurs chiens ne s'étaient jamais complètement remis de leur expérience dans cette forêt et avaient finalement dû être retirés des opérations de recherche. Moi-même, j'ai subi des changements que j'attribue à ce que nous avons rencontré pendant cette enquête. Je ne dors plus bien dans les environnements sauvages, et je me surprends constamment en alerte pour des sons qui pourraient indiquer la présence de quelque chose qui ne devrait pas exister dans les zones civilisées. Le plus troublant est ma prise de conscience croissante que nos protocoles de recherche et de sauvetage sont fondamentalement inadéquats pour des situations qui sortent des paramètres normaux de l'expérience humaine. La chambre où nous avons trouvé le dernier campement des Kellerman a été scellée et retirée de toutes les cartes et bases de données GPS officielles. La zone est maintenant classée comme géologiquement instable et interdite aux activités récréatives. Les gardiens de parc ont reçu l'instruction de rediriger les randonneurs loin de tout itinéraire qui pourrait les mener vers ces formations rocheuses. Je continue de diriger des opérations de recherche et de sauvetage dans les montagnes Blue Ridge, mais j'ai mis en place de nouveaux protocoles qui privilégient la sécurité de l'équipe à l'exhaustivité de l'enquête. Nous ne suivons plus les pistes olfactives qui s'éloignent des systèmes de sentiers établis, et nous mettons fin aux recherches immédiatement si nos unités canines montrent des signes d'agitation ou de peur inhabituels. Certaines affaires de personnes disparues valent mieux être laissées non résolues, et certaines questions sur ce qui se passe dans les zones sauvages reculées valent mieux être laissées sans réponse. La famille Kellerman nous a appris que nos montagnes abritent des secrets pour lesquels notre formation et notre expérience ne nous ont pas préparés à affronter. Je prie pour que nous ne rencontrions plus jamais un cas comme le leur. Ce qui dort sous la montagne. Quand j'ai hérité de la cabane de mon grand-oncle, l'avocat m'a remis le titre de propriété dans une lettre cachetée avec une seule instruction. Lisez ceci après votre première nuit seule sur la propriété. Je m'appelle James Whitfield, et jusqu'à il y a 2 ans, j'étais un ingénieur logiciel à succès vivant à Londres, complètement déconnecté de mon héritage familial américain. Ma connaissance de mon grand-oncle Silas ne s'étendait pas au-delà de mentions occasionnelles lors de rassemblements familiaux et d'une compréhension vague qu'il avait vécu en ermite dans les montagnes des Appalaches, dans l'est du Tennessee, pendant plus de 40 ans. L'héritage est arrivé comme une complète surprise. Je n'avais jamais rencontré Silas personnellement et ignorais même qu'il savait que j'existais. Selon l'avocat de la succession, un certain monsieur Cornelius Thorne de Knoxville, Silas avait spécifié dans son testament que sa propriété devait passer au descendant mâle le plus âgé de la lignée Whitfield résidant actuellement en dehors de la région montagneuse. Le langage était archaïque et étrangement spécifique, mais cela faisait de moi l'unique héritier de 200 acres de terre montagneuse reculée et de toutes les structures qui s'y trouvaient. La description initiale de monsieur Thorne concernant l'héritage était délibérément vague. Il a mentionné une cabane et plusieurs dépendances, ainsi que des droits miniers et forestiers qui pourraient avoir une certaine valeur commerciale modeste. Quand j'ai insisté pour obtenir des détails sur l'emplacement et l'état de la propriété,
Il a éludé mes questions avec des termes juridiques et des suggestions selon lesquelles je devrais inspecter personnellement l'héritage avant de prendre toute décision concernant sa disposition. La lettre cachetée qu'il m'a remise était sur du papier crème, lourd et coûteux, avec mon nom écrit sur le devant dans une écriture élégante qui semblait bien trop raffinée pour un ermite des montagnes. L'enveloppe était scellée avec de la cire rouge foncée portant l'empreinte d'un symbole que je ne reconnaissais pas, quelque chose comme un arbre dont les racines s'étendaient dans des directions impossibles. Monsieur Thorne a souligné que Silas avait été très spécifique quant au moment où la lettre devait être ouverte, et il m'a fait promettre que je respecterais cette dernière demande. Mon plan initial était de visiter la propriété pendant un long week-end, d'évaluer son état et sa valeur potentielle, puis de décider si je la vendais immédiatement ou si j'investissais dans des rénovations qui pourraient augmenter son attrait sur le marché. J'ai organisé un congé de mon poste à Londres et réservé un vol pour Knoxville, avec l'intention d'être de retour chez moi dans la semaine, avec une compréhension claire de mon héritage. Le trajet de Knoxville à la propriété a pris près de 3 heures, à travers des routes de montagne de plus en plus reculées, qui semblaient avoir été oubliées par le développement des infrastructures modernes. Les 10 derniers kilomètres n'étaient accessibles que par une piste de gravier qui serpentait à travers une forêt dense et sur des crêtes qui n'offraient ni couverture de téléphone portable, ni assistance de navigation GPS. Quand j'ai finalement atteint ce qui semblait être la limite de la propriété, j'étais complètement dépendant de la carte dessinée à la main que M. Thorne m'avait fournie. La cabane elle-même était bien plus grande et plus substantielle que je ne l'avais imaginé d'après la description de l'avocat. C'était une structure en rondin de 2 étages avec des fondations en pierre et un large porche couvert faisant face à l'ouest, offrant une vue spectaculaire sur des crêtes montagneuses superposées s'étendant jusqu'à l'horizon. La construction était clairement l'œuvre de quelqu'un doté d'un savoir-faire et d'une attention aux détails considérables, avec des rondins parfaitement ajustés et une maçonnerie qui avait résisté à des décennies de conditions météorologiques montagneuses sans détérioration significative. Mais il y avait des aspects de la conception de la cabane qui me semblaient inhabituels, voire dérangeants. Les fenêtres étaient plus petites que ce qui serait typique pour une structure de cette taille, et beaucoup étaient équipés de volets en bois lourd qui pouvaient être sécurisés de l'intérieur avec des barres de fer. L'entrée principale était une porte massive en chêne renforcée de bandes métalliques et équipée de plusieurs serrures de différents âges et styles, comme si la sécurité avait été progressivement améliorée au fil des années. L'intérieur était encore plus surprenant que l'extérieur. Silas avait vécu simplement mais confortablement, avec des meubles artisanaux, des étagères à livres étendues et une grande cheminée en pierre qui dominait la zone de vie principale. La cabane avait été câblée pour l'électricité et équipée de la plomberie pour l'eau courante, bien que les 2 systèmes semblaient être alimentés par des générateurs indépendants et des systèmes de puits plutôt que par une connexion aux services publics municipaux. Le plus intrigant était la bibliothèque de Silas, qui occupait presque tout le 2e étage et contenait des centaines de livres sur des sujets allant de l'histoire et du folklore des Appalaches à la géologie, la botanique et l'anthropologie. Beaucoup des volumes étaient anciens et semblaient avoir une grande valeur. Des premières éditions et des textes académiques qui suggéraient que mon grand-oncle était bien plus éduqué et sophistiqué que sa réputation d'ermite des montagnes ne le laissait supposer. Alors que le soir approchait lors de mon premier jour à la cabane, je me suis préparé pour ce que j'imaginais être une nuit paisible dans les montagnes, suivi d'un inventaire complet de la propriété le lendemain matin. J'avais apporté des provisions de base de Knoxville et avais hâte de vivre le genre de solitude et de beauté naturelle que mon mode de vie urbain offrait rarement. Ce n'est qu'après la tombée complète de la nuit que j'ai commencé à comprendre pourquoi Silas avait vécu derrière des portes renforcées et des fenêtres barricadées. Les sons ont commencé vers 22 heures. Subtils au début, mais devenant progressivement plus distincts et intentionnels. De quelque part dans la forêt entourant la cabane, provenaient ce qui semblait être des mouvements coordonnés. Plusieurs entités se déplaçant dans les sous-bois selon des schémas suggérant une intelligence plutôt qu'une activité aléatoire de la faune. Les sons étaient trop réguliers et organisés pour être naturels, mais trop systématiques pour être humains. J'ai d'abord rejeté ces bruits comme le fruit de mon imagination, amplifié par mon manque de familiarité avec la nature sauvage des montagnes. Les citadins ont souvent du mal à interpréter les sons normaux de la vie forestière nocturne, et j'ai supposé que mes sens urbains créaient des menaces là où il n'y en avait pas. Mais à mesure que la soirée avançait, les sons se sont rapprochés et sont devenus plus clairement délibérés. À minuit, je pouvais distinguer ce qui semblait être plusieurs individus encerclant la cabane à une distance constante, maintenant une formation tout en se déplaçant sur un terrain qui aurait dû rendre un mouvement coordonné extrêmement difficile. Occasionnellement, j'entendais ce qui ressemblait à une communication entre ces entités. Des vocalisations basses qui ressemblaient à un langage humain, mais dans une langue que je ne pouvais pas identifier. Le plus troublant était la réalisation que tout ce qui se déplaçait dans la forêt était spécifiquement concentré sur la cabane. Les sons n'avaient pas la qualité aléatoire d'animaux suivant des sentiers naturels ou cherchant des sources de nourriture. Au lieu de cela, ils suggéraient une reconnaissance systématique, comme si les entités étudiaient la structure et évaluaient ses défenses. J'ai passé la majeure partie de cette première nuit assis dans le salon,
toutes les persiennes fermées et verrouillées, écoutant les sons à l'extérieur, essayant de me convaincre que je surréagissais à des conditions normales de nature sauvage. Mais à l'approche de l'aube et à mesure que les sons s'estompaient progressivement, je me suis surpris à vérifier et revérifier les multiples verrous de la porte principale et à examiner les barres de fer des fenêtres avec une nouvelle appréciation de leur nécessité. La lettre cachetée attendait sur la table de la cuisine, là où je l'avais laissée la veille au soir. Et les instructions spécifiques de Silas sur le moment où elle devait être ouverte semblaient soudainement bien plus importantes qu'elles ne l'avaient été quand M. Thorne me l'avait remise dans son bureau de Knoxville. Le contenu de la lettre a remis en question tout ce que je croyais comprendre de l'histoire de ma famille et de mon héritage. James, si tu lis ceci, alors tu as survécu à ta première nuit sur les terres de Whitfield et tu as vécu ce que notre famille a combattu pendant plus de 2 siècles. La propriété que tu as héritée n'est pas simplement une cabane dans un bois. C'est une responsabilité qui s'est transmise dans notre lignée depuis que ton ancêtre, Ézéchiel Whitfield, s'est installé dans ces montagnes en 1823. Ézéchiel n'avait pas choisi cet emplacement pour sa beauté ou ses ressources naturelles. Il était venu ici parce que quelque chose devait être contenu, quelque chose que les tribus Cherokees géraient autrefois par des rituels et des connaissances qui sont mortes avec leur expulsion forcée de ces terres. Quand le gouvernement a déplacé les Cherokees en 1838, ils ont laissé derrière eux des avertissements sur les lieux qui ne devaient pas être dérangés et les entités qui nécessitaient une vigilance constante pour les empêcher de s'étendre au-delà de leurs anciennes frontières. Ton arrière-arrière-grand-père a compris ces avertissements trop tard. Quand il a réalisé ce qu'il avait réveillé par ses activités de défrichage et de construction, le mal était fait. Les choses qui vivent dans les profondeurs de ces montagnes avaient obtenu un accès au monde de la surface, et elles ont commencé à affecter tout ce qui se trouvait à des kilomètres de leur point d'émergence. La famille Whitfield a passé 6 générations à apprendre comment contenir cette menace. La cabane n'a pas été construite comme une maison. Elle a été construite comme un poste de garde, positionné pour surveiller et contrôler l'accès aux zones où ces entités maintiennent leur présence la plus forte. Chaque amélioration apportée à la structure, chaque mesure de sécurité que tu as observée représente des connaissances acquises par des rencontres qui ont coûté la vie à tes parents. Les sons que tu as entendus la nuit dernière étaient un test. Ils viennent tous les quelques mois pour évaluer les défenses et déterminer si le gardien est toujours présent et capable. Si la cabane reste vide trop longtemps, ils commenceront à étendre leur territoire. Si le gardien actuel montre des signes de faiblesse ou abandonne ses responsabilités, ils le suivront où qu'il aille. Tu as maintenant un choix que chaque homme Whitfield a dû affronter depuis cette génération. Tu peux accepter la responsabilité de maintenir la contentement que ta famille a établi, en apprenant les rituels et les précautions qui garderont ces entités confinées à leur lieu profond. Ou tu peux abandonner la propriété et retourner à ta vie à Londres, en sachant que ce qui te suivra chez toi sera de ta faute et ton fardeau à porter. Si tu choisis de rester, examine le sous-sol de la cabane. Tu y trouveras des documents qui expliquent tout ce que ta famille a appris sur ce qui se cache sous ces montagnes et comment coexister avec des forces qui ne devraient pas exister dans notre monde. Si tu choisis de partir, brûle cette lettre et ne parle jamais de ce que tu as hérité à quiconque pourrait être assez curieux pour enquêter. Mais sache ceci. La lignée des Whitfield porte une responsabilité qui ne peut être échappée par la distance ou le déni. Ce que ton ancêtre a réveillé en 1823 reste actif, et il se souvient de la famille qui a perturbé son sommeil ancien. Que tu restes ou que tu partes, tu es maintenant lié à cet endroit et à ces entités de manière qui affecteront le reste de ta vie. Choices judiciousment. Les conséquences de ta décision s'étendront bien au-delà de ta propre survie. Ton grand-oncle. Silas Whitfield. J'ai passé le reste de cette matinée à explorer le sous-sol que Silas avait mentionné dans sa lettre. Derrière un mur faux, j'ai trouvé un siècle de documentation détaillant des rencontres, des procédures de confinement et la compréhension progressive que ma famille avait développée sur les entités qui habitaient les parties les plus profondes de la montagne. Les enregistrements étaient méticuleux et terrifiants. Génération après génération de Whitfield avaient documenté leurs expériences avec des créatures qui défiaient toute classification et des comportements qui violaient chaque hypothèse sur les lois naturelles. Le sous-sol contenait des cartes montrant les emplacements des points d'émergence, des calendriers marquant les périodes d'activité accrue et des instructions détaillées pour des rituels qui s'étaient avérés efficaces pour maintenir le confinement qui gardait ces entités confinées à leur domaine souterrain. Le plus significatif était que j'ai trouvé des preuves que d'autres familles dans des régions montagneuses reculées à travers les Appalaches traitaient des situations similaires. Les Whitfield n'étaient pas uniques. Ils faisaient partie d'un réseau de lignées qui avait hérité de la responsabilité de maintenir des barrières entre notre monde et quelque chose qui existait dans les espaces au-delà de la compréhension civilisée. 2 ans plus tard, je suis toujours à la cabane. J'ai démissionné de mon poste à Londres et appris à vivre selon les horaires et les précautions que ma famille a développées à travers 2 siècles d'essais et d'erreurs. Les sons dans la forêt sont devenus familiers, et j'ai développé les compétences nécessaires pour répondre de manière appropriée quand les entités testent les limites de leur confinement.
J'ai également commencé à me préparer pour le transfert éventuel de responsabilité à la prochaine génération. La lignée Whitfield continuera, et le fardeau de la garde passera à quiconque se révélera capable de maintenir la vigilance qui protège non seulement notre famille, mais tous ceux qui vivent à portée de ceux qui dorment sous ces anciennes montagnes. Certains héritages viennent avec des obligations qui s'étendent bien au-delà de la propriété. Je ne suis plus James Whitfield, l'ingénieur logiciel. Je suis James Whitfield, le gardien. Et je maintiendrai cette position jusqu'à ce que la montagne me réclame ou que je trouve quelqu'un digne de prendre ma place. Le choix, comme Silas l'avait averti, n'a jamais vraiment été le mien. Certaines responsabilités choisissent leur porteur, et certains legs familiaux ne peuvent être échappés par la distance ou le déni. Ce qui repose sous les terres de Whitfield se souvient de tout, et il est assez patient pour attendre ce qui vient ensuite. Ceux qui observent dans l'ombre. Notre étude sur le suivi de la faune devait durer 6 mois. Nous avons fait nos valises et sommes partis après 3 semaines, et je n'ai jamais publié nos résultats. Je m'appelle Dr Patricia Mackenzie, et je suis biologiste spécialisé dans les relations prédateur-proie dans les écosystèmes forestiers nord-américains. Au cours des 12 dernières années, j'ai mené des recherches sur le terrain dans tout le Canada et le nord des États-Unis, étudiant comment les prédateurs apex adaptent leur comportement de chasse en réponse aux changements environnementaux et à l'empiètement humain sur les habitats traditionnels. Le projet qui a mis fin à ma carrière de recherche sur le terrain a commencé au printemps 2021, lorsque j'ai reçu un financement du Service canadien de la faune pour mener une étude complète des populations d'ours noirs dans une section reculée des montagnes Appalaches s'étendant de l'est du Québec au nord du Maine. La zone avait été largement inexplorée en raison de son inaccessibilité et de la présence de vastes propriétés privées qui avaient historiquement restreint l'accès scientifique. Mon équipe de recherche se composait de 3 étudiants diplômés de l'Université du Nouveau-Brunswick et de 2 techniciens de terrain expérimentés spécialisés dans le suivi et la surveillance des populations de grands mammifères. Nous avions prévu d'établir une série de stations de surveillance à distance sur environ 500 km² de forêt ancienne, en utilisant des caméras de piste, des colliers radio et des dispositifs de suivi GPS pour documenter les schémas de comportement des ours tout au long des mois d'été et du début de l'automne. La zone d'étude était une nature sauvage vierge, pratiquement intacte par l'exploitation forestière ou le développement, avec une couverture de canopée dense et un terrain resté inchangé depuis des milliers d'années. Les archives historiques indiquaient que la région abritait des populations saines d'ours noirs, de cerfs de Virginie et de divers prédateurs plus petits. Bien qu'aucune étude scientifique systématique n'ait jamais été menée en raison des exigences d'accès difficiles et de l'extrême éloignement de l'emplacement, notre camp de base a été établi à la limite sud de notre zone d'étude, près d'un petit lac qui fournissait un accès à l'eau et un site d'atterrissage pour les livraisons de fournitures par hélicoptère. La route la plus proche se trouvait à plus de 40 km à travers un terrain impraticable pour les véhicules, ce qui nous rendait totalement dépendants du soutien par hélicoptère pour le transport et la communication avec le monde extérieur. Le premier signe que quelque chose n'allait pas dans notre zone d'étude est apparu lors de nos travaux d'enquête initiaux pendant la 2e semaine de mai. Alors que nous établissions les coordonnées GPS pour nos stations de surveillance, nous avons découvert des preuves d'activité d'ours qui ne correspondaient à aucun schéma comportemental documenté dans la littérature scientifique. Nous avons trouvé ce qui semblait être des arrangements délibérément construits de pierres et de bûches tombées à des endroits montrant un trafic intense d'ours. Ces structures ne servaient aucun but pratique apparent lié à l'alimentation, à l'hibernation ou au marquage territorial. Elles étaient trop complexes et systématiques pour représenter des facteurs environnementaux aléatoires. Pourtant, elles affichaient des principes d'ingénierie qui semblaient bien au-delà des capacités cognitives des ours noirs. Plus déroutante encore était la découverte d'arbres dont l'écorce avait été systématiquement enlevée selon des motifs suggérant l'utilisation d'outils plutôt qu'un comportement alimentaire normal. L'écorçage était trop précis et organisé pour résulter d'un fourragement typique des ours, et les motifs étaient cohérents sur plusieurs sites séparés par plusieurs kilomètres. Ce qui créait ces marques suivait des principes de conception délibérés qui impliquaient une planification et une coordination. Mon étudiant diplômé, Michael Shen, a documenté plus de 200 exemples de ces marques anormales au cours de nos 10 premiers jours sur le terrain. La photographie et la cartographie GPS ont révélé qu'elles se produisaient à intervalles réguliers le long de ce qui semblait être des routes de voyage établies à travers la forêt. Le schéma suggérait que les ours de cette région avaient développé des adaptations comportementales qui n'avaient jamais été observées dans d'autres populations. Mais c'était l'absence de signes normaux d'ours qui nous préoccupait vraiment. Malgré des preuves claires d'une population importante d'ours basée sur les marques étendues et les modifications structurelles que nous documentions, nous n'avions observé aucun ours directement ou ne les avions enregistrés sur nos caméras de piste. Nous n'avons trouvé aucun excrément, aucune empreinte de pattes, aucun échantillon de poils accrochés aux arbres ou aux rochers. C'était comme si les ours de cette région évitaient délibérément toute forme de détection tout en laissant derrière eux des preuves claires de leurs activités organisées.
La percée dans notre compréhension est survenue pendant la 3e semaine, lorsque nos caméras activées par le mouvement ont commencé à enregistrer des séquences qui nous ont forcés à reconsidérer fondamentalement tout ce que nous pensions savoir sur le comportement et l'intelligence des ours. Les premiers enregistrements ont été capturés la nuit par des caméras positionnées le long de ce que nous avions identifié comme des corridors de voyage primaires. Les séquences montraient des groupes d'ours noirs se déplaçant dans la forêt en formation de file indienne, suivant des itinéraires précis et maintenant un espacement constant entre les individus. Ce niveau d'organisation était sans précédent dans la recherche sur les ours et suggérait des capacités de coordination sociale qui contredisaient des décennies d'études comportementales établies. Plus dérangeantes encore étaient les séquences ultérieures qui montraient des ours engagés dans ce qui ne pouvait être décrit que comme des activités de construction. En utilisant des rochers, des bûches tombées et des matériaux d'écorce dépouillés, des groupes d'ours construisaient systématiquement des structures qui ne servaient aucun but biologique identifiable. Le processus de construction était coordonné et méthodique, avec des ours individuellement assignés à des rôles spécifiques dans l'achèvement de projets complexes qui nécessitaient plusieurs nuits pour être terminés. Les structures elles-mêmes défiaient toute explication dans le contexte du comportement animal normal. Elles étaient géométriques plutôt qu'organiques, incorporant des principes architecturaux qui nécessitaient un raisonnement spatial et des capacités de planification bien au-delà de tout ce qui avait été documenté dans les populations d'ours. Certaines semblaient être des dispositifs de communication conçus pour canaliser le son dans des directions spécifiques sur de longues distances. D'autres semblaient destinées à créer des effets visuels spécifiques lorsqu'elles étaient vues sous certains angles. Le plus troublant était la réalisation que les ours étaient conscients de notre présence et modifiaient délibérément leur comportement pour éviter tout contact direct avec notre équipe de recherche. Nos caméras de piste ont capturé des séquences d'ours démontant et déplaçant systématiquement notre équipement de surveillance, toujours la nuit et toujours avec une précision soignée qui laissait les appareils intacts mais positionnés pour enregistrer une forêt vide plutôt que l'activité des ours. Les ours n'évitaient pas seulement nos caméras. Ils étudiaient nos méthodes de recherche et adaptaient leur comportement pour rendre nos observations scientifiques inefficaces. L'incident qui a mis fin à notre recherche s'est produit pendant notre dernière semaine sur le site d'études. Michael Shen s'était porté volontaire pour un devoir d'observation nocturne dans l'une de nos stations de surveillance à distance, espérant documenter l'activité des ours par observation directe plutôt que de se fier à des caméras automatisées que les ours s'étaient avérés capables de contourner. La station de surveillance était positionnée sur un affleurement rocheux qui offrait des lignes de vue claires à travers une vallée où nous avions observé les modifications structurelles les plus étendues. Michael était équipé d'un équipement de vision nocturne, d'une communication radio et de fournitures d'urgence suffisantes pour 48 heures d'observation indépendante. L'incident s'est produit vers 2 heures du matin, quand Michael a signalé par radio qu'il observait une activité inhabituelle dans la vallée en contrebas. À travers ses jumelles de vision nocturne, il pouvait voir ce qui semblait être une procession organisée d'ours se déplaçant à travers la forêt selon un motif qui suggérait une coordination bien au-delà de tout comportement animal normal. Les ours se déplaçaient en formation géométrique précise, avec des individus occupant des positions spécifiques qui semblaient servir un but que Michael ne pouvait pas identifier. Ce qui a vraiment alarmé Michael, c'était la réalisation que les ours semblaient être conscients de sa présence et modifiaient délibérément leur comportement en réponse à son observation. À plusieurs reprises, des groupes d'ours se sont arrêtés et ont regardé directement vers sa position sur l'affleurement rocheux, bien qu'ils soient certains qu'ils ne pouvaient pas le voir dans l'obscurité. À un moment donné, un ours particulièrement grand s'est approché à moins de 50 mètres de sa position et a émis une série de vocalisations qui, selon Michael, ressemblaient étrangement à un langage structuré plutôt qu'à des grognements animaux normaux. Quand Michael a tenté de documenter cette activité avec son équipement de vision nocturne, il a découvert que ses appareils ne fonctionnaient plus. Les caméras produisaient des images floues et déformées, et l'enregistreur audio ne captait qu'un bourdonnement statique. Alors qu'il tentait de résoudre ces problèmes techniques, il a remarqué que les ours en contrebas avaient commencé à se rassembler en un groupe serré, tous orientés dans sa direction comme s'ils attendaient quelque chose. C'est à ce moment que Michael a réalisé que les structures qu'ils avaient observées dans la vallée n'étaient pas des constructions aléatoires, mais faisaient partie d'un système de communication bien plus vaste. Les ours utilisaient les arrangements de pierre et de bois pour créer des motifs qui, selon Michael, semblaient transmettre des informations à travers la forêt. Les ours les plus proches de sa position commençaient à manipuler les structures de manière à produire des sons rythmiques qui résonnaient à travers la vallée, créant une sorte de langage codé que Michael ne pouvait pas comprendre mais qui semblait clairement intentionnel. Quand Michael a tenté de contacter le camp de base par radio pour signaler ce qu'il observait, il a découvert que son équipement de communication ne fonctionnait plus. Toutes les fréquences étaient remplies de parasites, et ses tentatives pour établir un contact ont été accueillies par un silence complet. C'est à ce moment qu'il a réalisé que les ours n'étaient pas simplement conscients de sa présence. Ils avaient délibérément isolé sa position et l'avaient effectivement coupé de toute communication avec le monde extérieur.
Les dernières transmissions que nous avons reçues de Michael étaient fragmentées et presque incohérentes. Il décrivait voir les ours se rassembler en un cercle autour de la base de l'affleurement rocheux où il était positionné, avec le plus grand ours au centre émettant une série de sons gutturaux qui semblaient coordonner les actions du groupe. Il a mentionné que les ours commençaient à grimper sur les structures qu'ils avaient construites, créant ce qui ressemblait à une sorte de tour de communication qui amplifiait leur vocalisation à travers la vallée. La transmission s'est terminée abruptement avec ce qui semblait être le son de rochers se déplaçant, suivi d'un cri étouffé avant que la radio ne tombe en panne complètement. Nous avons lancé une opération de recherche immédiate, mais quand nous sommes arrivés à la station de surveillance de Michael à l'aube, nous avons trouvé l'équipement abandonné et des signes évidents de lutte. Son équipement de vision nocturne était brisé, et son sac à dos avait été ouvert avec son contenu éparpillé sur le sol. Le plus troublant était une série de marques de griffes profondes sur l'affleurement rocheux, trop grandes et trop systématiquement disposées pour avoir été faites par un ours normal. Nous avons passé les 3 jours suivants à rechercher Michael et à documenter les structures anormales dans la vallée. Ce que nous avons découvert a défié toute explication scientifique. Les arrangements de pierre et de bois formaient clairement un système de communication, avec des motifs qui semblaient transmettre des informations sur de longues distances. Les structures étaient positionnées de manière à créer des échos acoustiques qui pouvaient être entendus à travers toute la zone d'étude, et certaines des formations en bois semblaient être conçues pour refléter la lumière de manière à créer des signaux visuels. Le plus dérangeant était la découverte que les ours avaient commencé à incorporer des éléments de notre équipement de recherche dans leur construction. Nous avons trouvé des morceaux de nos caméras de piste et de nos dispositifs GPS intégrés dans les structures, positionnés de manière à ce qu'ils fassent partie du système de communication des ours. Il était clair que les ours ne se contentaient pas d'éviter notre équipement. Ils l'utilisaient activement pour améliorer leur propre capacité de communication. Nous avons abandonné l'étude et quitté le site 3 semaines après notre arrivée, laissant derrière nous des questions auxquelles la science n'est pas équipée pour répondre. Les séquences vidéo que nous avons pu récupérer montrent des ours engagés dans des comportements qui remettent fondamentalement en question notre compréhension de l'intelligence animale et de la communication. Les structures qu'ils construisaient défiaient toute explication en termes de comportement instinctif, et les preuves de leur utilisation délibérée de notre équipement suggèrent un niveau de cognition qui n'a jamais été documenté dans les populations d'ours. Je n'ai jamais publié nos résultats, et je n'ai aucune intention de le faire. Les implications de ce que nous avons observé dans cette vallée reculée des Appalaches remettent en question les fondements même de la recherche sur la faune. Si les ours sont capables du niveau d'organisation sociale, de planification stratégique et de communication symbolique que nous avons documenté, alors notre compréhension de la frontière entre le comportement animal et l'intelligence humaine doit être fondamentalement réévaluée. Parfois, lors des nuits calmes dans mon bureau à l'université, je me surprends à repenser à ces 3 semaines dans les montagnes Appalaches et à me demander ce que Michael Shen a vraiment vu cette nuit-là sur l'affleurement rocheux. Les sons qu'il a décrits, les structures qu'il a observées, et la manière dont les ours semblaient anticiper et contrer nos méthodes de recherche suggèrent que nous avons peut-être rencontré quelque chose qui dépasse de loin notre compréhension actuelle de la nature. Certaines découvertes scientifiques valent mieux être laissées non publiées. Certaines questions sur le comportement animal valent mieux être laissées sans réponse. Ce que nous avons trouvé dans cette vallée reculée suggère que les frontières entre l'instinct et l'intelligence, entre le naturel et le surnaturel, peuvent être bien plus floues que nous ne l'avions jamais imaginé.